Le couperet vient de tomber, le nouveau Front Populaire remporte le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Après 3 semaines de campagne express, le paysage politique est bouleversé. Les alliances ont affaibli les partis, les désistements ont fait basculer les résultats. Alors que pouvons-nous tirer de cette séquence ? La France est-elle encore gouvernable ? Et si oui, par qui ? Ça y est, les résultats sont tombés, le RN n'a pas la majorité absolue, n'a même pas de majorité tout court. Au contraire, il se place en 3e position derrière le nouveau Front Populaire et ensemble, avec 182 sièges pour le nouveau Front Populaire, je vous redis les chiffres au cas où vous ne saviez pas, 163 pour Ensemble et 143 pour le RN. Nous sommes avec Victor Hérault, journaliste politique qui s'occupe de la Macronie, et Marc Hainaut qui s'occupe de la gauche, ou du moins de ce qu'il en reste. Alors, on a redit les scores, maintenant dites-moi pour vous ce qui explique ce score. Ce qui explique ce score, c'est le jeu déjà la fin du bipartisme et l'avènement du tripartisme, et même dans ce tripartisme, des chapelles et des groupes qui sont parfois en opposition interne. Emmanuel Macron voulait clarifier la situation en dissolvant l'Assemblée nationale. En réalité, il n'a fait que raffermir un petit peu le brouillard, et au fond, c'est encore moins clair. C'est-à-dire que la clarification demandée au groupe va se faire au détriment de la clarté de la lecture de l'Assemblée nationale. Qui est arrivé vraiment gagnant ? En réalité, plutôt Emmanuel Macron, en réalité, puisque... Pour le bonheur de Victor. 2 fois. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron a dit « Je leur ai lancé cette grenade dégoupillée dans les jambes et j'attends de voir comment ils se débrouilleront ». En réalité, cette grenade dégoupillée a refait éclater un petit peu plus l'Assemblée nationale et permis donc à Emmanuel Macron de lancer une véritable dynamique de coalition. Mais Victor Hérault vous en dira certainement un peu plus, puisqu'il est plus au fait de moi de la cuisine interne. En tout cas, vraiment, c'est ce qui en ressort, c'est que les équilibres étant totalement rebattus, Emmanuel Macron a paradoxalement plus de marge de manœuvre pour créer une coalition un petit peu, peut-être plus à son image, c'est-à-dire un peu plus de gauche. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe. Les Français ont placé Jordan Bardella en tête des élections européennes, ils ont placé le RN en tête au premier tour et même au second tour en termes du nombre de voix. Et justement, c'est ma deuxième question, ça. À votre avis, est-ce que le RN a vraiment perdu et est-ce que le nouveau Front Populaire a réellement gagné cette élection ? Passer de 88 députés à 140, on ne peut pas dire qu'on est perdu à ce niveau-là. Le Rassemblement national confirme qu'il est le premier parti de France en termes du nombre de voix. En revanche, il y a 2 mauvaises nouvelles pour le Rassemblement national. C'est que premièrement, le Front républicain fonctionne encore. En tout cas, le Front républicain, ce conglomérat d'intérêts particuliers et d'instincts de survie développés par la classe politique. Puisque Éric Ciotti s'est fait lourdement tacler par les Républicains pour avoir franchi le Rubicon et soutenu Jordan Bardella. Et au second tour, on a vu des candidats LR se désister au profit de candidats de gauche, et des rumeurs de coalition entre les LR allant de LR jusqu'aux socialistes sont en cours. Donc en réalité, le RN n'a pas perdu. Le Front républicain lui a été fatal dans une certaine mesure, mais en même temps, c'est aussi le dernier coup. C'est-à-dire que ça a été vraiment un instinct de survie développé au maximum. Cet instinct de survie, il va fonctionner une fois. On n'est pas sûr qu'il fonctionnera une deuxième fois, et les portes sont grandes ouvertes pour 2027. La deuxième mauvaise nouvelle pour l'Assemblée nationale, tout le monde avait un petit peu moqué à l'époque l'opération Matignon, le plan Matignon annoncé par Jordan Bardella en disant c'est un artifice de communication, etc. Et le RN, pourtant, a démontré lors de cette dissolution qu'ils avaient l'air totalement prêts. Et de fait, ils ont réussi à investir un nombre incroyable de candidats en très peu de temps. Mais malheureusement, il y a eu cette sempiternelle problématique qui est revenue, c'est des candidats au passé parfois trouble, aux déclarations parfois un petit peu honteuses, un petit peu limites, et non seulement ça a renvoyé le Rassemblement national à son image de parti d'extrême droite, et en plus ça a redonné un petit peu de jus aux accusations d'amateurisme en réalité. Qu'est-ce que toi, Victor, t'as vu pendant cette campagne, parce que t'as suivi du coup le gouvernement d'Emmanuel Macron dans toutes ces problématiques. Qu'est-ce que t'en retires de cette campagne, justement? Pour toi, qui est le gagnant ? Pour moi, il n'y a pas de gagnant réel, si ce n'est peut-être une personne. Honnêtement, Emmanuel Macron a réussi son pari. Contre toute attente, c'est quand même assez génial. C'est quoi son pari ? Le pari d'Emmanuel Macron le soir de la dissolution, c'est de dire on sort des élections européennes où la gauche n'a pas arrêté de se casser la gueule. Ils ne vont pas réussir à s'unir. Ça va encore être l'histoire de Ensemble contre Marine Le Pen. Moi, face au chaos, face au fascisme, etc., je l'emporte facilement, que pour la 15e fois, la même stratégie. Le lendemain, donc le soir même, il y a des équipes de Renaissance qui commencent à envoyer des SMS et à droite et à gauche, dans l'arc républicain, donc les LR, le PS, un peu de Lyot. Donc pas à toi. En disant, non pas à moi, et en disant, je m'en exclus fièrement, et en disant, bon écoutez, recréons un arc républicain, reformons cette coalition, on va l'emporter. Le lendemain, ou 48 heures après, enfin ça commence le lendemain et puis 48 heures après c'est confirmé, nouveau Front Populaire créé.
Là, stupeur chez Macron, parce qu'on se dit, mais attendez, la gauche, notamment LFI et le PS, qui s'arrachaient la gueule avant-hier, aujourd'hui s'entendent sur beaucoup de choses. Moi, j'ajouterais en plus en argument, ça me fait mal, mais pour le nouveau Front Populaire, c'est les seuls qui ont joué le jeu d'une élection législative. C'est les seuls qui arrivent avec un vrai programme, travailler. Alors après, on est d'accord ou pas avec les mesures et les calculs qu'ils font, mais c'est les seuls qui disent, regardez, on a un programme, on est prêt. Les deux autres, c'est une campagne présidentielle. Ils avaient encore la NUPES en récent Ils avaient, voilà, mais en réalité, c'est les seuls à avoir un vrai programme. Une liste du Père Noël avec des choses fantasques et irréalisables. Totalement, mais c'est les seuls qui promettent aux Français, voilà le programme, allez lire notre programme. Bon, les deux autres partis, c'était plutôt, toi t'es un nazi, toi t'es un fasciste, mais non, mais moi je peux gouverner, pas toi. Bon, il n'y avait pas réellement de proposition de programme. Maintenant, Emmanuel Macron, donc il voit la création du nouveau Front Populaire. Il se retrouve, et alors là, pendant une semaine, voire deux, troisième groupe, de très loin, c'est ce que projetaient les sondages, et puis là, c'était un petit peu impuissant à un combat entre titans, le Front de gauche et le Rassemblement national. Et lui, il est là, entre les deux, il n'arrive pas trop à se débattre. Là-dessus, je crois qu'Emmanuel Macron tente un coup de Trafalgar. Il arrive, alors il s'est fait Chirac 97, là il se fait Napoléon. Il arrive, il dit, écoutez, personne ne m'attend là-dessus, je vais attaquer mes piles au centre, je vais tout exploser. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord dire ni la France Insoumise, ni le Rassemblement National, arc républicain, etc., la stratégie originelle, jusqu'au premier tour, passe le premier tour, et là, dans l'entre-deux tours, changement de stratégie. Cette fois-ci, là où j'avais mis un signe égal entre LFI et le Rassemblement National, cette fois-ci, LFI, ça va. C'est tous unis contre le Rassemblement National. Ça perturbe tout le monde, parce que tout le monde se dit, mais attendez, avec qui on s'allie, comment ça se passe, est-ce que c'était des antisémites, mais en fait, non, mais... Il y a une phrase qui dit, si tu veux, si tu n'arrives pas à convaincre, fais en sorte que plus personne n'y comprenne rien. C'est exactement ce qu'il a fait. Il savait que personne l'écoutait, il savait que personne n'était d'accord avec lui, que ça allait jouer sur qui vote contre qui. Donc il dit, écoutez, je vais brouiller toutes les pistes. Ceux qui étaient en dehors du champ républicain, maintenant ils y sont, sauf eux, mais lui, eux, oui, maintenant, parce que machin, mais en fait, ce qui compte, c'est de battre ceux-là. Et bien finalement, ça marche. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Grande alliance contre le Rassemblement National, la gauche crie victoire, le Rassemblement National crie victoire aussi, mais bon, en serrant un petit peu les dents, le centre crie victoire, en réalité, tout le monde crie victoire. Quand tout le monde crie victoire, c'est que personne n'a gagné, mais dès le lendemain, qu'est-ce qui peut se passer ? Alliance du PS, et voire même, moi je pense, d'Europe des écologistes, jusqu'à un petit peu de LR à Wauquiez, ben, mathématiquement, arithmétiquement parlant, ça marche. C'est-à-dire que là, pour le coup, il peut avoir une majorité de fait de grand arc républicain où ils n'arriveront pas à voter grand-chose, mais sur le budget, etc., ils arriveront à s'entendre. Donc ça débloque la situation. Il partait très mal et il arrive franchement très confortablement. On va prendre la mauvaise habitude de vous interrompre, mais c'est parce que nous avons réellement besoin de votre aide pour soutenir notre travail. Donc donnez-vous à cœur joie pour aimer, commenter et partager nos vidéos. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à notre revue hebdomadaire et je vous propose explicitement aujourd'hui d'acheter le dernier hors-série au titre alléchant en cette période trouble, quand la France régnait sur le monde. Si on en revient au Rassemblement National qui a quand même cartonné justement sur les deux premières élections et qui, bon, je dirais pas qu'il s'est cassé la gueule, mais en tout cas il s'attendait pas à ce résultat. Il a été déçu en tout cas. Il a été déçu, ça c'est certain. Qu'est-ce qui a été le facteur de cette défaite? Tu parlais tout à l'heure justement des erreurs un peu individuelles de chaque circonscription où le candidat a un peu déconné. Est-ce qu'il y a aussi une erreur justement, on parlait du programme? Est-ce que c'est vraiment encore l'effet de la diabolisation qu'on voit? Qu'est-ce qui expliquerait en tout cas que ça n'ait pas fonctionné sur ce coup-ci? Déjà, le RN a un facteur qui est à la fois pour lui et contre lui. Quand on fait la moyenne des 87 députés sortants qui se sont représentés, ils étaient 88, mais un d'entre eux n'a choisi de ne pas se représenter. Le score moyen des députés sortants au premier tour est de 47,5%, avec un nombre très important, le plus important en fonction des groupes de députés réélus dès le premier tour. Quand on regarde les municipales de 2020, une grande partie des maires RN ont été réélus dès le premier tour. Pour les adversaires politiques du Rassemblement National, il y a quand même cette donnée importante, c'est que lorsque le RN passe dans un territoire, il est très difficilement déboulonnable, il est très difficilement sortable. On a vu qu'il y a très peu de députés sortants qui n'ont pas été réélus. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais de mémoire, ils sont 4, je crois, 4 sur 96, ce qui est extrêmement peu comparé aux autres groupes. Donc c'est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment eu cet instinct de survie absolument incroyable de se dire, on préfère avoir dans la circonscription momentanément un insoumis, un socialiste, un LR, parce qu'on sait que ces gens-là, en fonction du temps politique, eh bien, ils seront plus facilement battables, ils seront plus facilement expulsables de la circonscription. Expulser un député RN de son territoire, surtout des territoires soit avec un fort taux de chômage, soit avec un fort sentiment de déclassement ou un fort taux d'insécurité lié à l'immigration, etc., eh bien, ils savent que le RN ne sera pas éjectable. Donc, je pense que c'est surtout cela qui peut expliquer aussi t'as raison, la différence de stratégie de Macron au second tour, c'est qu'en réalité,
ils préfèrent se retrouver face à un bloc calcaire effritable que face à un bloc de granit qui est en grande partie inattaquable. Et ça, je pense que c'est à la fois la force et la faiblesse du Rassemblement national d'une certaine mesure. C'est un bloc fort, c'est le seul véritable, et d'ailleurs les alliances d'entre-deux tours l'ont démontré, c'est le seul véritable. Ils s'imposent comme la seule véritable alternance avec les Insoumis, puisqu'ils sont les seuls à proposer véritablement un programme de rupture. Sauf qu'à la différence de la France Insoumise, le Rassemblement national veut gouverner. Il veut gouverner le plus tôt possible. Ils ne sont pas dans des calculs à plus ou moins long terme, comme Jean-Luc Mélenchon, qui, à force d'enjamber, finit par se casser la figure. Le Rassemblement national, ils veulent gouverner, et donc ils sont obligés de jouer la carte du rassemblement, la carte de la notabilité, en sachant que pour eux, c'est des vêtements qui sont assez neufs, ils ont toujours eu un discours de rupture et ils essayent de rentrer dans un discours de continuité. Marine Le Pen, il y a quelques mois, elle était sur un plateau, alors l'émission de France 5 où on dîne, je crois que c'est à vous, c'est dans l'air, c'est à vous. Oui, c'est C'est à vous, donc on demande à Marine Le Pen, mais tous ces gens qui ont eu la citoyenneté française, est-ce que vous allez leur enlever la nationalité ? Est-ce que vous allez les mettre dehors ? Et Marine Le Pen a eu cette phrase qui était assez importante et qui est passée assez inaperçue. Elle a dit, eh bien non, j'assumerai les erreurs de mes prédécesseurs. Et en faisant ça, en fait, elle se place dans vraiment un discours de continuité. Et donc, d'arriver de dire du jour au lendemain, nous sommes un parti comme un autre, avec l'histoire qu'ils ont, avec le passif qu'ils ont, avec leur tradition politique, eh bien, ils jouent à un jeu auquel ils ne sont pas habitués, en tout cas un jeu auquel ils jouent depuis très récemment, face à des partis qui ont 50 ans d'expérience politique et 50 ans d'expérience de pouvoir derrière eux. Et la marche est très difficile, et encore une fois, élargir un socle électoral, passer de 42 à 51, c'est beaucoup plus difficile que passer de 10 à 30 en fait, en réalité. Et Victor, pour toi, comme tu disais, le bloc central, donc imaginons que ça arrive, quelle sera la politique pendant 3 ans en France ? Comment ça va se passer ? On parle de réforme des retraites, de la loi immigration. À ton avis, qu'est-ce qui peut sauter, pas sauter ? Alors, c'est le grand drame de cette coalition-là, c'est que c'est un truc de bric-à-brac fait... ça ne tient pas. C'est-à-dire que quand vous avez dans le même parti Après, un Laurent Wauquiez jusqu'une Sandrine Rousseau, voilà, donc ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'un écologiste ne s'entendra sur rien avec un républicain, et puis même au centre, voilà. Il y aura tellement de désaccords que ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas de politique réelle. Ça permettra de voter le budget et ce sera tout. Ça permettra faire le moins de vagues possibles. On se maintient là. C'est pour ça que je pense que Emmanuel Macron n'a pas intérêt à redissoudre dans un an, parce que je pense qu'il ne peut pas avoir mieux que ça. Et il peut tomber bien plus bas, mais là, il a un espèce d'équilibre qui ne tient à rien, mais qui fonctionne sur le papier. Rien ne peut passer, mais rien. L'intérêt pour Emmanuel Macron, c'est pas de faire passer des choses là. C'est de faire en sorte qu'on ne puisse pas le bloquer. C'est tout. C'est qu'on ne puisse pas voter de motion de censure à fond. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas 289 députés contre lui. C'est tout. Lui, il s'en fiche d'avoir une majorité absolue qui puisse faire passer des choses. Là, c'est plus le programme. Le programme, c'est on est là, on y est encore. C'est un miracle, franchement. On ne bouge plus. C'est très bien. Maintenant, sur le programme, là, déjà, on essaie de savoir quel sera le gouvernement. C'est la question que se pose tout le monde. A priori, la question de savoir est-ce qu'on va... Là, on a plus dragué la gauche que la droite, jusqu'ici. La question, c'est de savoir est-ce que Gabriel Attal, puisque pour l'instant c'est encore le Premier ministre, puisqu'Emmanuel Macron a refusé sa démission, se tournera un petit peu aussi vers les LR, parce que je crois que sans les LR, ils n'arriveront pas à grand-chose. Donc est-ce qu'ils vont refaire un virage à droite, ou est-ce qu'ils vont assumer ce virage à gauche, et donc un gouvernement centre-gauche à la fin ? Mais le drame, en réalité, sur très long terme, c'est que c'est franchement un hold-up démocratique dingue, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Qu'on soit un électeur de la France Insoumise ou d'une gauche un peu radicale, des écologistes par exemple, parce que les écologistes ne sont pas du tout d'accord pour s'allier, la base militante je veux dire, hein. Les cadres du parti c'est autre chose, mais la base militante et les électeurs se disent mais attendez, pourquoi on irait s'allier avec Macron maintenant ? Quand on est un électeur du Rassemblement national, on se dit mais attendez, on n'a jamais eu autant de députés, on n'a jamais eu autant d'électeurs, quand on regarde le nombre d'électeurs, etc. Bon, après c'est des élections législatives, le système fait que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ici on n'a jamais été aussi haut, et on reprend avec la formule du macronisme. Moi ce que je trouve génial, c'est qu'Emmanuel Macron repart sur du Macron 2017 ou 2022. On repart sur une espèce de gouvernement de techniciens et d'union de la droite et du centre, etc. Enfin, en gros, on revient au point de départ, tout ça pour rien. On comprend que tout ça est très instable, mais les électeurs des deux côtés de l'échiquier, des deux côtés extrêmes, entre guillemets, en tous les cas les deux côtés les plus éloignés, se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce résultat ?» Non, compte tenu de ce résultat, comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un gouvernement de centre-droit ou de centre-gauche ou de centre tout court ? Il n'y a rien de plus opposé du message qu'on vous envoie par les urnes. Et justement, tu parlais de la démission de Gabriel Attal. Est-ce qu'elle a été vraiment
refusé par Emmanuel Macron pour ces 3 ans à venir, ou est-ce que c'est un intérim en attendant qu'ils arrivent à se mettre d'accord à gauche ? Ça, c'est la grande question. On ne peut pas savoir. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'Emmanuel Macron n'avait aucun intérêt aucun intérêt à accepter le refus de Gabriel Attal. Non mais ce sera probablement, mon pari c'est que ce sera probablement quelqu'un de centre-gauche à la fin, donc un PS, probablement. Mais là aujourd'hui, on a compris que c'est ce que je disais sur les programmes, les seuls qui ont joué le jeu de l'élection législative, c'est le NFP, mais même la France Insoumise ne le jouait pas vraiment, parce qu'il y avait quand même le côté, est-ce qu'on envoie Jean-Luc Mélenchon, là, est-ce qu'on envoie Clémence Guettet en première ministre ? La question, en gros, c'était qui est-ce qu'on élit Premier ministre ? C'est la question que c'était devenu un élément de langage tellement banal qu'on a fini par y croire. Il y avait Jordan Bardella qui était déjà qui jouait ce jeu-là aussi. Tout le monde a joué une campagne présidentielle. Gabriel Attal aussi. Gabriel Attal, il disait Emmanuel Macron m'a nommé, maintenant c'est à vous, peuple français, de me choisir. Donc en gros, élisez-moi Premier ministre. On l'a tellement rabâché qu'on a fini par le croire, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas une élection pour un Premier ministre, c'est pas une présidentielle. Tout ça pour dire, Emmanuel Macron a tout intérêt, à la fin, une fois qu'on a les résultats, une fois qu'on est fixé, à ne pas changer de Premier ministre tout de suite, parce que là, ça acte quelque chose. C'est-à-dire que là, il est obligé de trancher entre les 3 gros blocs, et même au niveau du Front populaire, du nouveau Front populaire, qui s'effrite très vite, il est obligé de trancher en faveur d'un des partis qui composent le nouveau Front populaire. En gros, soit PS, soit écologiste, soit LFI. Ça va faire des remous. Je veux dire, là, il s'engage pour quelque chose pour l'avenir. Il s'engage pour quelque chose de lointain. Il a tout intérêt à dire, attendez, on ne change pas le Premier ministre tout de suite. On verra comment ça se passe. Laissons passer les Jeux Olympiques. Il arrive, il rejoue la carte, mais il rejoue la carte du l'apaisement, tranquille, pas besoin de se presser. Alors que c'est lui qui a accéléré le calendrier. C'est lui qui fait rupture à la fin des Européennes en disant, hop, on est reparti pour 3 semaines, vite, il faut voter, vite. Qui est-ce que vous voulez à la tête du gouvernement ? Qu'est-ce que vous voulez pour les prochaines années ? Et une fois qu'on a fini l'élection, il revient en disant, écoutez, tranquille, pas besoin de se presser. Le calme, on a vu qu'il y avait eu de la violence dans les discours, etc. Voilà. On va rien faire pendant 3 ans. Mais à la fin, la discorde et la confusion, ça profite à celui qui vient le plus à la fin en disant apaisons-nous, réunissons-nous, regroupons-nous, ça sert à rien de faire des grands débats, etc. Et c'est la posture préférée d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'il fait très bien. En réalité, beaucoup voient le subterfuge, mais quand on est devant l'urne et qu'on se dit oh là là, c'est soit les fascistes, soit les antisémites, ce qui est la majeure partie des Français pensent. En réalité, quand ils sont devant l'urne, ils se disent mais alors est-ce que c'est les fascistes ou les antisémites ? Voilà comment ça se passe, on a peur. Lui arrive en disant écoutez, voilà, c'est bon, l'élection a eu lieu, je vous ai entendu, je vous ai compris, pour citer l'autre. Mais ne nous pressons pas besoin. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, on va traverser des temps difficiles, pas besoin de trancher tout de suite. Voyons. Alors, oui, mais il y a quand même une chose qui s'est passée avec Emmanuel Macron avec cette dissolution, c'est que oui, le vote central, c'est le vote de la raison, etc. Mais Emmanuel Macron, il a quand même envoyé un signal absolument hallucinant à sa majorité. Cette dissolution, il y a toujours eu, lorsqu'Emmanuel Macron sortait une dinguerie, il y a toujours eu quelqu'un de la majorité ou des alliés pour dire non, mais vous n'avez pas compris, en réalité, il a voulu faire ça, il est brillant, etc. Il y a un but, il y a une raison. Et là personne n'est allé le défendre. Enfin, il y a des je pense qu'on croule sous les verbatims extrêmement violents de gens de la majorité, mais qui se sont sentis trahis. Je veux dire, Emmanuel Macron, il est au pouvoir depuis 2017, il s'est entouré de gens qui se sont dévoués corps et âme. Il y avait plein de papiers de gens qui ont risqué des dépressions, des burn-out, il y en a qui ont divorcé, il y en a qui ont dit j'ai plus vu mes enfants depuis 5 ans, enfin des trucs assez hallucinants, enfin des gens qui étaient mais séduits au sens littéral, au sens héros, ils y croyaient. Par le président de la République, ils y croyaient à fond, et du jour au lendemain, Macron a dit en fait, vous savez quoi, les étiquettes politiques LREM, Renaissance, LR, UDI, PS, en fait j'en ai rien à faire, j'en ai jamais rien à faire, il y a que ma gueule qui compte. Les artisans de la dissolution, on cite beaucoup le nom de son conseiller Bruno Roger Petit. On pouvait penser que c'était un de ses derniers fidèles, un de ses derniers à le soutenir, puisque un de ceux qui avait validé et qui avait préparé cette dissolution. Et Emmanuel Macron, 24 heures après la dissolution, le traite de mythomane devant tous les journalistes. Enfin, il y a un tel niveau de solitude et de déconnexion du président qu'en réalité, il a justement, et je pense que là-dessus, il a favorisé par exemple les votes extrêmes, entre guillemets, c'est-à-dire RN ou LFI, c'est que vraiment en incarnant l'extrême centre dans la violence, dans la fracture, etc. Et bien en fait, il a adouci aussi les deux extrêmes. Et en fait, quand on dit tous les extrêmes se valent, bientôt on va pouvoir mettre le macronisme dedans. L'extrême centre. Et l'extrême centre. Non mais voilà, en fait, Emmanuel Macron, c'est l'extrême centre. Et c'est là où je trouve que Gabriel Attal a joué une partition assez intelligente, c'est que Gabriel Attal, il est arrivé, il dit cette dissolution, je ne l'ai pas voulu. Il nous a balancé dans le grand bain sans bouée, sans brassard, sans rien. Et ben moi, je vais aller
essayer de vous repêcher, je vais remonter mes manches et je vais y aller. Et Gabriel Attal, il a réussi, je trouve, à réincarner un petit peu cette espèce de droite rationnelle, cette espèce de centre rationnel, cette espèce de centre raisonnable, un peu la ligne franc-tireur entre guillemets, quoi, qui est de dire le camp de la raison, quoi, en quelque sorte. Mais après, le problème de Gabriel Attal, c'est que il sait que si Macron s'effondre, il fera partie des premières victimes collatérales. Parce que là, il a l'air de le rejoindre un peu. Ouais. Bah, il a pas eu le choix. Soit il disparaissait, soit il suivait Macron, mais pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, c'est un sort de maître des horloges il a mis tout le monde devant une partie de poker avec une seule règle en plus, c'est qu'au moment quand l'horloge va sonner, tout le monde va devoir faire tapis, quel que soit ce qu'il a en main, que ce soit une paire de 2 ou un brelan d'as. Et Gabriel Attal, il s'en retrouve un peu avec une paire de 7, si vous voulez. Il est pas sûr d'être dernier, et en même temps, il sait qu'il peut pas gagner avec ça, mais il va essayer de bluffer mieux que les autres pour s'en sortir. Et à cette partie de poker menteur, les victimes étant les Français, eh bien Gabriel Attal s'en est plutôt bien sorti. Et Gabriel Attal a été obligé de suivre la ligne, là où par exemple c'est ce qu'on explique dans le journal cette semaine avec mon collègue Édouard Roux, enfin notre collègue d'ailleurs. Par exemple, notre collègue à tous, Édouard Roux. Je vous présente Marc. Non mais on explique dans le journal, dans le magazine cette semaine, qu'il y en a qui ont pris leur distance, qui sont restés par exemple, je parlais de la ligne de pré-premier tour était ni LFI ni RN, signe égal. Donc il y en a qui n'ont pas suivi le changement de stratégie du second tour, qui sont restés fidèles au ni RN ni LFI, Édouard Philippe, Gérald Darmanin. Ce sont ceux, il y en a plein d'autres, mais ce sont les deux figures de proue, c'est ceux qui préparent, qui voient déjà que 2027 a commencé. La course, c'est maintenant. Emmanuel Macron, avec ses stratégies, c'est du très court terme, c'est-à-dire que ça va pas pouvoir durer indéfiniment. Là, c'est un château de cartes, ce qu'il a fait. Ça tient à rien, ça tient à un fil. Eux, ils le savent très bien. Pour 2027, il va falloir être plus solide que ça, et puis surtout, il va falloir se départir de l'image d'Emmanuel Macron. Parce que là, il réussit avec une image désastreuse. Enfin, ça va pas durer éternellement. Et celui en 2027, qui sera le plus raffilié et rattaché en termes d'image à Emmanuel Macron, il part avec du plomb dans l'aile. Sur l'extrême centre, moi, je suis totalement d'accord avec Marc. C'est un concept d'ailleurs Pierre Cernat l'a théorisé, c'est un historien qui théorise ça, et ce que je trouve très intéressant sur l'extrême centre, c'est que c'est contre-intuitif, mais l'extrême centre peut être l'extrême le plus violent ou le plus radical, parce qu'en fait il est compressé entre les deux autres. Et c'est-à-dire que là, quand on assiste dans un échiquier politique français qui a souvent été, sous la Ve République, c'était l'alternance entre le centre droit, le centre gauche. On se dispute sur est-ce qu'on met l'ISF ou est-ce qu'on l'enlève, mais il n'y a pas de rupture, franchement, avec le système qui avait été préétabli. Là où on voit la France insoumise et le Rassemblement national grossir, ceux qui se retrouvent au milieu sont complètement compressés et sont obligés, comme Emmanuel Macron, pour survivre et pour gagner à la fin, de foutre le bazar totalement, et d'avoir une façon de gouverner très, franchement, assez violente. Et c'est ce qu'on entend, effectivement, dans les troupes de Renaissance aujourd'hui, mais attendez, il concerte personne, il prend des décisions d'un coup, franchement, la dissolution, c'est pas un truc qu'on réfléchit comme ça, puis je vais dissoudre. C'est quelque chose de franchement grave. Ensuite, parler de guerre civile, une fois qu'on a dissous, c'est absurde. C'est-à-dire, si tu savais qu'il y avait une guerre civile qui allait se profiler, tu dissous pas l'Assemblée nationale. C'est le pire moment pour le faire. Donc, il y a une façon de gouverner qui est radicale, qui est assez aléatoire, et qui est très, c'est une série de coups de Trafalgar. C'est une série de, hop, je t'ai surpris par là, hop, et maintenant, finalement, je suis ici. Plus personne n'y comprend rien. À la fin, dans le chaos ambiant, c'est moi qui sors premier. Emmanuel Macron a tout intérêt, il n'arrête pas de dire c'est le chaos moi, il a tout intérêt à ce qu'il y ait du chaos. Mais alors, le chaos, lui, sauf qu'en 2027, c'est terminé. Donc qui, en 2027, selon vous, va prendre le relais de l'extrême centre? Parce qu'il y en aura un, non? Est-ce qu'il y en aura un? Je ne sais pas. Est-ce que la formule macronienne survivra jusqu'en 2027? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que celui qui arrive en 2027 en disant « je fais une alliance du centre droit et du centre gauche », est la formule gagnante. Je pense que le Rassemblement national a des chances de se reconstruire d'ici là. En tous les cas, la formule sociale et sécuritaire, c'est un très bon ticket. C'est-à-dire, électoralement parlant, dire pouvoir d'achat et sécurité et ne pas fléchir sur l'immigration, c'est un ticket qui finira probablement un jour par l'emporter. En tous les cas, c'est quelque chose c'est une ligne politique qui, si on ne la trahit pas, fonctionne. L'extrême gauche, franchement, Jean-Luc Mélenchon a aussi, alors lui, il jouit en plus d'une personnalité. Il faut voir si la France insoumise, le reste de la France insoumise ne l'a pas tué d'ici là. Il faut voir si lui aussi prend pas sa retraite. Il faut voir si les enfants vont pas tuer le père. Mais au centre, moi, je pense que le plus probable, c'est surtout un revirement. C'est tout le centre droit. Parce que la Macronie vient du socialisme au départ, mais tous les nouveaux de la Macronie, donc Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, etc., ceux qui ne sont pas issus du premier mariage de la Macronie, mais qui viennent de la droite, ils n'ont
mais je veux dire qu'une cible en tête. C'est comment on fait pour reconstruire ce qui est à la place des Républicains. Comment on reconstruit le clivage droite-gauche classique, et comment est-ce qu'on recrée un espèce de centre-droit plus dur, parce qu'on a compris que le centre, ça emmerdait un petit peu les gens en ce moment, c'était pas ce qu'ils voulaient, ils ont besoin de choses fermes, ils ont besoin de dur. D'ailleurs, c'est intéressant à noter, Jordan Bardella, aujourd'hui, qui dit « je veux de l'ordre dans les comptes et dans la rue », ça vient d'où cette formule ? De la majorité. C'est Édouard Philippe. Ouais. C'est Édouard Philippe qui crée cette formule, repris par Pécresse, puis par Jordan Bardella. Mais en fait, celui, à mon avis, qui a le meilleur ticket, c'est Édouard Philippe. Alors, là c'est pas des prédictions, parce qu'à chaque fois, je me trompe dans la prédiction. Je fais pas de prédiction. Mais au centre, l'aile droite, Aurore Berger, Charles Rodwell, Maud Bréjon, Gérald Darmanin, toute la Darmanin Connection, ils veulent refonder une droite dure, piquer au Rassemblement national le sujet migratoire, en disant nous aussi, on est ferme sur l'immigration, mais on est plus sérieux que vous économiquement. La grande ligne qui manque aujourd'hui, c'est le libéralisme. C'est un peu du Macron. Bah, oui, mais non, parce qu'il n'y a pas le côté, on transige avec la gauche. Il n'y a pas le côté, on fait des compromissions à gauche. Il y a le côté, nous, on veut être libéral. Je pense que l'avenir à droite, c'est pas ce que j'appelle de mes vœux, pas forcément, mais la ligne à droite qui manque aujourd'hui, et qui, mine de rien, plaît à un électorat qui existe, c'est la ligne libérale. La ligne libérale n'existe plus. S'il y a une ligne libérale sécuritaire qui se dégage des décombres des Républicains, ça peut fonctionner. Okay. Ça peut fonctionner. LREM, Macron en 2017, historiquement et idéologiquement, c'est la revanche des Strauss-Kahniens, en fait, déjà. Donc, Macron est essentiellement, son entourage originel, Ismaël Emelien, etc., sont essentiellement des gens de gauche. Donc ça, déjà, il faut le comprendre. Après, il y a, vis-à-vis de la gauche, il y a tout le paradoxe dans lequel est entraîné la gauche, dans lequel Jean-Luc Mélenchon a entraîné la gauche, c'est qu'il est leur seule chance aujourd'hui d'accéder au second tour, mais il leur interdit toute possibilité de victoire finale. Jean-Luc Mélenchon peut arriver au second tour. Franchement, en 2027, l'hypothèse de son arrivée au second tour n'est pas totalement déconnante, très loin de là. Mais paradoxalement, il sera le diable de la République. Il sera celui contre le nouveau Le Pen, en quelque sorte. Et d'ailleurs, la France insoumise... Diabolisation inversée. Ouais. Non, mais c'est ça. Et la France insoumise, elle est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont Mélenchon et leur moteur, un moteur qui peut les emmener très haut, qui peut leur faire franchir l'atmosphère, mais qui les emmènera pas sur la Lune. Et alors, ma dernière question, c'est... puisqu'on a parlé de la droite, on a parlé d'Emmanuel Macron beaucoup, mais quid du nouveau Front Populaire, vous leur donnez combien de temps ? Bah là, quelle heure est-il ? Non, plus sérieusement, mais en fait on en revient au problème Mélenchon en quelque sorte. C'est que Mélenchon, son discours le soir des résultats du second tour était passionnant, déjà parce qu'il s'est exprimé à 20h plus une minute je pense, il s'était fait tout beau en plus. Il s'était fait tout beau, il avait enlevé Rima Hassan d'ailleurs à ce moment-là, il voulait peut-être un petit peu plus rassurer, on ne sait pas. En tout cas, il a pris la parole à 20h01, alors c'est pas lui qui devait prendre la parole en premier, enfin il a pitié la courte, il a été très discourtois là-dedans. Et en fait, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, parce qu'il avait promis à Marine Tondelier. C'est Marine Tondelier qui devait prendre la parole en premier. C'était l'accord, en tout cas, ça faisait partie des accords qu'ils avaient signés. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, il a pris la parole. Il a dit « Nous appliquerons notre programme, juste notre programme, mais tout notre programme. » On pourrait penser que ça s'adressait aux macronistes comme une espèce de défi. Nous, la gauche, nous allons vous renverser. En réalité, ça s'adressait particulièrement aux gauches, justement, parce que c'est tout le paradoxe. Jean-Luc Mélenchon sait, il est trop intelligent pour l'ignorer, que si la gauche peut gouverner, ce sera nécessairement sans lui. En fait, Mélenchon est aujourd'hui le premier obstacle pour la gauche dans sa capacité à gouverner. Et paradoxalement, c'est lui qui les a emmenés aussi haut. Donc, il y a vraiment une relation assez malsaine entre les socialistes, les écolos et les mélenchoniens. C'est que ce ne sont pas vraiment des alliés. On a parfois l'impression... Enfin, regardez Olivier Faure, quand il est sur un plateau à côté de Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis à l'Assemblée. Qui a d'ailleurs très récemment là, proposé d'être Premier ministre. Oui, alors ils ont tous proposé le Premier ministre, globalement. C'est vrai, moi aussi. Voilà. Et en fait, regardez Olivier Faure, quand il est à côté de Mathilde Panot, il la regarde. Il y a vraiment un côté sous emprise, quoi. Pas sous emprise, mais en tout cas pris en otage. C'est plutôt ça le vrai terme. Et aujourd'hui, c'est l'objet de ton article. C'est l'objet de l'article qui va sortir tout à fait. Nous sommes mardi à l'heure où c'est enregistré, qui va sortir là demain. Jean-Luc Mélenchon. J'ai oublié ce que je voulais dire.
Pardon. C'est à cause de mon autopromo, ça. Ouais. Mais, achetez-le, c'est un très bon numéro, il y a tout dedans. Tu disais que la gauche du PS et des Verts était prise en otage par LFI. Oui, et alors il s'est passé quelque chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, pendant toute la campagne, il n'a pas joué en réalité le nouveau Front Populaire, il n'a pas joué Matignon, parce qu'il savait en réalité qu'il serait le principal obstacle à ça. Donc en fait, mais en revanche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bétonné ses circonscriptions, il n'a pas cherché de nouveaux électeurs, il a bétonné ses circos, il a rendu inexpugnables les circonscriptions qu'il avait déjà. Il a passé plus de temps à traquer les dissidents comme Alexis Corbière, Hendrik Davy et Daniel Simonet qu'à aller soutenir ses camarades, Fabien Roussel dans le Nord, François Ruffin dans la Somme, etc. Il a failli mettre en l'air les accords pour défendre vaille que vaille Adrien Quatennens. Enfin, c'est quelqu'un qui a pris des risques hallucinants pour le compte de ses propres amis, parce que Jean-Luc Mélenchon sait qu'ils vont rentrer dans une séquence où ils ne peuvent pas en sortir gagnants. Et lui, ce qui compte, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a fait investir Philippe Poutou du NPA et Raphaël Arnaud de la Jeune Garde. Il veut une minorité de combat, il veut un groupe d'une trentaine de personnes surradicalisées et prêtes à bordéliser à tout crin, parce que Jean-Luc Mélenchon vise l'après. Il sait pertinemment que en plus les accords ont donné au PS beaucoup de circonscriptions dont beaucoup ont été gagnées grâce au renfort des macronistes, que les macronistes ont soutenu les candidats socialistes mais n'ont pas été forcément jusqu'à soutenir les candidats soumis. Donc aujourd'hui, le rapport de force a fait que les insoumis ont stagné, voire ont légèrement baissé, les socialistes ont doublé, les écolos en sont sortis renforcés, et au fond, Mélenchon n'est plus le maître à bord du nouveau Front Populaire. Il a une certaine légitimité. Et on voit beaucoup plus de têtes sortir du but. Bah là, il commence à sortir des Clémence Guettet qui sont... Enfin, nous, on connaît parce que c'est notre métier, mais qui même sont des Marine Tondelier, qu'on voyait pas plus que ça il y a pas si longtemps. Marine Tondelier qui n'a aucun mandat. Enfin, il y a un moment donné, Marine Tondelier, à part qu'elle a une veste verte et que il y a vraiment une recherche de personnalité alternative à Jean-Luc Mélenchon, donc on starifie des Olivier Faure et des Marine Tondelier qui en réalité, n'ont pas l'épaisseur de Mélenchon. Eh bien, il sait pertinemment que cette coalition peut lui échapper, que le nouveau Front Populaire, en réalité, va lui échapper extrêmement rapidement, et il sait qu'il en est le principal obstacle. Il veut en être d'ailleurs le principal obstacle. Il veut forcer ses alliés, entre guillemets, à se compromettre eux-mêmes en allant chercher une coalition avec Macron, en sachant pertinemment que la base militante, au fond, donnera toujours raison à Mélenchon. Parce qu'il y a une logique chez Jean-Luc Mélenchon, et notamment chez ses militants, c'est la logique de la pureté de l'idée et de l'idéologie. C'est-à-dire que tu ne peux pas compromettre tes idées pour avoir un siège. C'est très mal vu chez Jean-Luc Mélenchon, c'est très mal vu au sein de la France insoumise. En soi, c'est quelque part, c'est assez, enfin, je vais le dire, c'est assez noble politiquement. C'est-à-dire de dire, non, mon idée est la bonne, et moi, c'est pas une histoire de siège. Moi, ce que je veux, c'est que mon idée l'emporte. C'est tout ce qui compte. Là où le génie de Macron, ça a quand même été... Alors, son idée, à condition que ce soit lui qui la représente. À condition que ce soit lui qui la représente. Alors ça, c'est le problème de l'ego de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui pour un parti ultra-parlementariste et anti-présidentiel est quand même assez ironique d'avoir une figure autoritaire centrale, une structure pyramidale. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement la même chose. Corbière, ce qu'il pense de la démocratie au sein de la France insoumise. Si tu veux prendre une image, le génie d'Emmanuel Macron, c'est qu'on part aux européennes d'une course en disant le premier arrivé à gagner, celui qui a le plus gros score à gagner, mais chacun a sa liste, chacun a son couloir, à d'un coup, en un jour, ok, celui qui a la plus grosse alliance à gagner. C'est très compliqué, parce que tu arrives avec... Moi, je suis arrivé à temps, ok, j'ai fait un plutôt bon score, mais maintenant, il faut que je m'allie avec les autres. Mais qui est perméable aux idées? Et donc, Jean-Luc Mélenchon, là, devient un moteur, parce qu'il dit, moi, je suis imperméable aux autres. En revanche, vous, prenez un petit peu de mes idées, je vais un petit peu infuser dans votre truc. Voilà. Vous, ça vous dérange pas trop de vous allier à moi. En réalité, à gauche, ça a posé un gros problème, parce qu'il y a eu toute la question de l'antisémitisme, etc. Bon, est-ce que c'est pas sortir du champ républicain? Mais il y a eu moins de malaise à gauche, chez un PS par exemple, à s'allier avec un LFI, qu'à droite, une Marine Le Pen de s'allier avec un Zemmour, ou un LR de s'allier avec un RN. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a le côté, bon, écoutez, là, tout ce qui compte, c'est de gagner, c'est d'avoir les sièges, donc là, les idées, on peut un peu les mettre de côté. Ça, c'est génial pour Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il dit, moi, je garde mes idées, alliez-vous à moi, alors que je suis la bête noire. Là où à droite, par exemple, à Éric Zemmour, qui lui aussi serait plutôt dans la pureté des idées, lui, personne ne veut s'allier à lui. Lui, personne ne veut s'allier à lui. Mais après, Mélenchon, c'est la bête noire, mais c'est la bête noire qui arrive aux portes du second tour quand le candidat écologiste à la présidentielle, c'était Yannick Jadot, pardon, qui a fait moins de 5%, et Anne Hidalgo qui a fait 1,2%. Enfin, il y a un moment donné, c'est la bête noire, mais en même temps, c'est le seul qui leur permet d'arriver aussi haut. Donc, c'est vraiment, ils sont pris dans un piège. Oui, c'est la radicalité. D'ailleurs, quand tu écoutes les militants, ils considèrent qu'un Glucksmann est de droite. Ils considèrent que tout ce qui est un petit peu à droite de LFI, c'est pas un cliché que de dire ça. Ils disent pas que c'est de l'extrême droite forcément, mais ils disent tout ça, c'est des gens de droite. Dès que t'es plus aligné avec Jean-Luc Mélenchon, t'es à droite, tu fais des compromis, t'es de droite. Ok, et merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.